Le projet de ce volume d'hommage est né d'un désir commun de remercier Faiza Heikal et de lui témoigner l'affection que lui portent ses collègues et élèves. Et oui, un manuel ne portant que des remerciements, des hommages de la part des égyptologues, des archéologues, des collègues et élèves de la grande chercheuse Faiza Heikal. Docteur Faiza Heikal, bonjour. Nous allons plonger encore une fois dans votre monde de chercheuse et d'égyptologue spécialisée et d'archéologue aussi. Nous savons que vous aviez eu votre rôle à jouer au début de votre carrière dans le sauvetage des monuments de la Nubie. Qu'aviez-vous fait à l'époque? Écoutez, moi, vous me faites voyager dans le temps, vraiment. Parce que la première chose que j'ai faite dans ma vie, aussitôt que j'ai fini l'université, c'est de travailler dans le centre de documentation de l'Égypte ancienne, qui a été créé pour le sauvetage et la documentation des objets et des monuments nubiens. Donc nubien, quand on dit nubien, c'est-à-dire de Aswan jusqu'à Abu Simbel. Et de ce temps-là, évidemment, il y avait une campagne internationale pour le sauvetage des monuments nubiens. Et c'était absolument fascinant. Évidemment, j'étais très jeune, je venais de finir l'université. Et de voir que, à cette époque, ça, il faut que les gens le sachent, c'est très important, que la science est internationale. Elle n'a pas de nationalité, vraiment. Non seulement elle est internationale, mais il n'y a pas de nationalité qui vraiment objecte à la science ou qui exclut la science. Et je vous dis ça parce que, justement, dans les années du sauvetage, pendant les années du sauvetage, qui étaient entre, disons, 55, 56 quand ça a commencé, et les années 65, 66 quand ça a fini à peu près, c'était des années où l'Égypte n'était pas en bons termes avec les gens internationalement. Et avec ça, tout le monde a contribué au sauvetage des monuments de la Nubie. Parce que c'est le sauvetage du patrimoine humain, un patrimoine culturel incomparable, irremplaçable. S'il avait disparu, évidemment, on ne peut pas le remplacer, et superbe. Donc c'était très intéressant de voir à quel point tout le monde travaillait là-bas. Qu'est-ce qu'elles risquaient les antiquités nubiennes et qu'est-ce qu'elles risquent aujourd'hui? Maintenant ou de ce temps-là? Qu'est-ce qu'elles risquaient et qu'est-ce qu'elles risquent toujours? De ce temps-là, il fallait faire le haut barrage. Donc le haut barrage allait inonder toutes les antiquités nubiennes, non seulement les antiquités, mais les villages et les gens et tout. En Égypte, toute la Nubie égyptienne et une partie de la Nubie soudanaise. Donc les êtres humains, il a fallu les déménager et ils sont maintenant dans des villages autour de Komombo et ils réclament le retour en Nubie. C'est normal qu'ils réclament le retour chez eux puisqu'ils sont des immigrés dans un certain sens et c'est des villages qui se sont installés là. Néanmoins, ce n'est pas tellement facile parce que d'abord, il n'y a rien autour du lac Nasser en ce moment. Il faut toute une infrastructure pour leur permettre de vivre, l'électricité, l'eau courante, etc. Le Nil, ça va, mais ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient dans le temps aussi. Tous les enfants qui sont allés dans des écoles et dans des universités, tous les gens qui ont travaillé ici, ils disent on va retourner, mais moi j'ai posé la question aux gens, pas tous sont disposés à retourner parce que la culture est différente. Beaucoup de femmes n'ont pas envie de retourner, se retrouver entre quatre murs, etc.
Ben, évidemment, qu'ils veuillent retourner et moderniser, oui, ça, je suis tout à fait pour, évidemment. Quand ils ont commencé à transférer les gens, il y a eu deux grandes institutions qui ont travaillé en Nubie. L'une travaillait sur le patrimoine humain, et c'était essentiellement à l'université américaine du Caire, ça s'appelait Social Research Center, et le service des antiquités égyptiennes, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère des Antiquités, ça s'appelait de ce temps-là le service des antiquités égyptiennes, qui travaillait avec la collaboration internationale sous le patronage de l'UNESCO. Moi, je venais de finir mon université et tout à fait comme par hasard, je cherchais du travail évidemment et je me suis trouvée au centre de documentation et la personne qui s'occupait de la publication des choses qu'ils avaient découvertes avait été mon professeur au lycée. C'était un Français, comme j'étais au lycée français dans mon enfance. Alors il m'a dit, mais Faiza, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, je viens de finir ma licence et je cherche du travail. Il m'a dit, mais vous êtes exactement la personne qu'il nous faut, puisque moi, je dois m'en aller. Je dois rentrer en France et on a besoin de quelqu'un qui soit capable qui connaisse les hiéroglyphes pour réviser les textes. Et moi, je connaissais puisque je venais de finir ma licence. Et qui connaissent les langues étrangères, puisque nous publions en français ou en anglais. Donc, apparemment, mon profil était bon pour le poste, et j'ai eu le poste. Seulement, de ce temps-là, on n'avait pas le droit de travailler. Il y avait ce qu'on appelait le Quwa al-Amla, c'est-à-dire la force de travail qui faisait travailler les gens suivant le système gouvernemental du gouvernement. Il fallait attendre leur permission, passer des examens, etc. Et alors, comme moi j'étais jeune et enthousiaste, je lui ai dit, je suis prête à travailler dès maintenant comme volontaire. Donc non payé. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois, le temps que mes papiers soient en règle. Et puis j'ai travaillé avec eux pendant un peu plus d'un an, parce qu'après ça, je suis partie en mission en Angleterre pour faire mon doctorat. Et pendant cette année, je suis partie. Ils ne faisaient pas partir les femmes égyptiennes en Nubie. C'était un monde très clos, très masculin, parce qu'évidemment, ils vivaient dans des conditions assez précaires, sur des bateaux, enfin, c'était pas le luxe, quoi, disons. C'était pas des bateaux de passagers, mais c'était des bateaux du gouvernement qui étaient faits pour transporter les gens qui travaillaient là-bas. Alors, bon, j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on me fasse partir, parce que je travaillais sur la documentation de ces choses, et j'ai dit, bon, je ne peux pas travailler sur des choses que je ne connais pas. Donc, le directeur du centre de documentation, qui était de ce temps-là le docteur Ahmed Badawi, qui a été recteur de l'université après ça, et avec le docteur Gamal Mukhtar, Allah yarhamhum, tous les deux sont morts, qui ont été des personnalités très éminentes dans le monde de l'égyptologie égyptienne, et même internationale, je dirais. Ils ont eu la gentillesse d'organiser des voyages et de me permettre d'aller là-bas. Donc j'étais la première femme égyptienne qui a travaillé en Nubie. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Et donc j'ai travaillé un peu en Nubie, dans plusieurs endroits. J'ai visité tous les sites. J'ai travaillé à Abu Simbel, j'ai travaillé à Enneba, et j'ai même publié un petit livre sur le tombeau dans Enneba avec mon professeur, le professeur Abdelmenem Aboubak. Donc, comme ça se faisait en français et que moi j'étais francophone, j'ai écrit le texte. Ça, c'est mes premiers souvenirs avec la Nubie. Mon travail consistait essentiellement à collationner les textes hiéroglyphiques et voir s'ils étaient corrects, s'il n'y avait pas eu d'erreur dans la photographie ou dans la copie des textes, parce qu'il fallait copier les textes. Et c'était très intéressant parce que j'avais accès à une documentation assez grande, et surtout pour une personne de mon âge qui venait de finir, c'était assez important comme travail. D'après vous, l'influence culturelle et sociale de la Nubie provient d'où? Bon, les Nubiens sont des Égyptiens comme nous, un peu plus africanisés, disons, que nous.
ils ont une culture spéciale parce qu'ils parlent une langue spéciale. Mhm. Vous savez, la langue et la culture, c'est la même chose. Si on ne parle pas la langue, on n'apprend pas la culture. Mais ils ont des dialectes qui commencent à être écrits, mais jusqu'à récemment, ils n'étaient pas écrits. Et donc, cette culture nubienne est très spécifique à la Nubie. Malheureusement, elle n'est pas très connue, même, parce que je vous dis, ils parlent une langue et un dialecte différent. Et ils ont peut-être des rapports ethniques avec le Soudan plus que le reste des Égyptiens. Est-ce que les Nubiens se considèrent comme des Égyptiens? Je pense que oui, mais ils se considèrent comme des Égyptiens nubiens. Il y a des Égyptiens Saïdi, de Haute-Égypte, il y a des Égyptiens paysans de Basse-Égypte, il y a des Égyptiens nubiens. Vous avez aussi fait des tentatives de sauvetage des sites et des monuments au nord du Sinaï, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas les pièces, ce sont les sites. Parce qu'il y a eu, là j'ai eu un rôle, évidemment comme j'étais beaucoup plus âgée, j'ai eu un rôle beaucoup plus important, je dirigeais le système de coopération internationale, parce que de ce temps-là j'étais à la tête de l'Association internationale des égyptologues, donc j'avais accès à un peu plus au contact avec tout le monde. J'avais de ce temps-là organisé une campagne pour sauver les sites archéologiques qui risquaient d'être dérangés et anéantis, disons, par le canal qu'ils étaient en train de creuser, le creusement du canal de la paix, qui se termine avant Rafah. Donc ça a été pour moi aussi une expérience très intéressante. Purement là archéologique, ce que je ne fais pas normalement, je fais plutôt de la langue que de l'archéologie. Mais là, je me suis beaucoup intéressée à l'archéologie de la région parce qu'il y avait des sites très importants. Le Sinaï est la portière orientale de l'Égypte. Pour aller au Moyen-Orient, toutes les conquêtes vers le Moyen-Orient ou les conquérants venant du Moyen-Orient passent par le Sinaï pour venir en Égypte. Ou passer, parce qu'il n'y avait pas d'avion évidemment. Donc par terre, il fallait passer par le nord Sinaï en particulier, encore plus que le sud. Donc il y a toute une série de forteresses. Et du point de vue archéologique, c'est très intéressant, parce que ces forteresses ne sont pas uniquement militaires, mais elles sont aussi des points de contact des pays les uns envers les autres, des biens, des produits importés et exportés, tout ça passe par là. Et ce sont de grands magasins où les choses arrivent et puis elles sont redistribuées à travers l'Égypte. Donc c'est très important de connaître le système d'élaboration de ces forteresses et des villes qui les accompagnent, du point de vue de l'administration interne du pays, qui sont les fonctionnaires qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font là-bas, comment ils sont en même temps des émissaires royaux, comment ils sont en même temps des ambassadeurs vers les pays étrangers, ils reçoivent les gens. Ce sont des postes frontières, donc en même temps que des forteresses.
est-ce que vous pensez qu'il y a des monuments qui n'ont pas encore été découverts? Au Nord Sinaï? Partout en Égypte. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, là, beaucoup, surtout dans le delta. Dans le delta égyptien, il y a encore beaucoup de monuments, il y a beaucoup de fouilles à faire. Euh, dans le delta, parce que le delta est très important. Et puis, la difficulté de creuser dans le delta est due au fait qu'il est surpeuplé. Donc, c'est difficile de creuser parce qu'on a toujours des bâtiments les uns sur les autres, d'une part, et des gens. Mais qu'on creuse dans le delta ou dans la vallée du Nil, il y a toujours à faire. C'est 3000 ans d'histoire ancienne, pharaonique. Comment savoir qu'il y a quelque chose dans un endroit précis avant d'effectuer des fouilles? Est-ce que c'est selon les documentations? Comment est-ce que vous pouvez savoir? Il y a des documents qui font mention d'un site, par exemple, et alors on va chercher le site. Et comment on trouve le site? Je vous dirai très brièvement, il y a ce qu'on appelle un tel, c'est une espèce de colline, parce qu'il y a eu une succession de bâtiments à des âges différents et qui se sont effondrés, et alors ça a fait un tel. Et puis on reconstruit dessus, ainsi de suite. Donc là, il y a énormément de tels partout en Égypte, beaucoup dans le delta, tel el Yaoudé, tel el Masrout, tel Sissa, il y en a partout. Ensuite, il y a aussi des sites dans le désert où il n'y a pas de tels, parce que c'est plus plat, mais on peut les voir, si on s'y connaît un peu du point de vue archéologique, vous pouvez deviner qu'il y a des vestiges en dessous, parce que la couleur du sable change quand il y a des sites archéologiques. Des fois, il y a des plantes qui poussent parce qu'il y a de la terre en dessous, ce n'est pas uniquement du sable. Donc, les archéologues reconnaissent un peu les sites. Et puis, on va les chercher en ayant vu une documentation ancienne. Ils ont été mentionnés par les Grecs, les premiers voyageurs qui venaient en Égypte, etc. Donc, il y a un système de reconnaissance qui est